Fragile, la France est devenue fragile. Chacun le sait, beaucoup de décisions et d'événements fragilisent notre société, notre nation. La montée d'un multiculturalisme violent, d'un islamisme radical conquérant et d'un terrorisme que l'on tente de cacher ou nier. Les craintes d'une crise financière mondiale qui amènerait à taxer les comptes des particuliers. Les irresponsables qui nous gouvernent fragilisent notre peuple privé de sa souveraineté et de son identité, dépossédé culturellement et socialement. La France est fragilisée, de fait. Elle disparaît sous nos pas, sous nos yeux. Dès lors, le rôle de TV Liberté est d'être un moule de résistance et de reconquête. Ensemble, nous avons contré la radicalisation du politiquement correct dans les médias en construisant un contrepoids puissant et indispensable. Pour le dire crûment, nous avons dit merde à la police de la pensée. Cette liberté et cette indépendance ont un coût, mais nous touchons des centaines de milliers et même des millions de personnes chaque mois. Ensemble. Et parce que nous sommes ensemble, nous sommes solides. Donnez-nous les moyens d'amplifier la défense de vos idées, de vos modes de vie, de vos valeurs, de vos repères. Ensemble. Parce que nous sommes ensemble, nous formons une équipe solide, une communauté réelle solide. Nous sommes solides. Alors, aidez-nous maintenant. Il y a un petit truc embêtant quand même quand on apprend que 150 000, puis 80 000, puis 30 000 foyers, pendant 4 jours, 5 jours après une chute de neige, n'ont toujours pas d'électricité. Le truc embêtant, c'est tout ce qui va avec et qu'on vous dit pas. Eh bien moi, on me l'a dit. Le fait d'avoir une rubrique comme ça sur Internet, assez suivie quand même maintenant, me vaut des témoignages par courrier électronique. Et quand ces témoignages viennent de la Drôme, eh bien, ils vont tous dans le même sens, celui d'une espèce de barbarie rampante, d'une anarchie qui rôde, d'une absence totale des services de l'État, où vous vous attendiez peut-être à une jérémiade sur les congélateurs en panne ou sur le chauffage au bois. Je vous propose plutôt de parler d'insécurité sur le terrain, d'insécurité des biens et des personnes, quand des jeunes gens venus des banlieues des villes voisines écument les campagnes à la recherche d'un mauvais coup, d'une rapine, d'un cambriolage et à la faveur de la confusion, et quand ils n'entrent pas quelque part par effraction à 3 ou 4, me dit-on, ils se contentent de venir parader et sourire et faire des doigts d'honneur en passant, de façon très menaçante, d'un air de dire « Attendez un peu, quand ça sera véritablement l'anarchie dans ce pays, on vous en fera baver ». En attendant, me disent le jeune homme et la jeune femme qui m'ont écrit successivement de la Drôme pendant la même semaine, la semaine de leur épreuve, ce qui était frappant, c'était ces types très jeunes qui conduisaient des voitures puissantes, des voitures de voleurs, de dealers, en cherchant partout le réseau sur leur téléphone portable, parce que faute d'électricité, les antennes relais sont en panne aussi dans ces cas-là. Et la jeune fille qui m'écrivait m'a dit avoir assisté à une scène éclairée par les phares d'un tracteur où l'on voyait un chasseur et son fils tenir littéralement en joue 3 types qui menaçaient d'entrer dans une cour de ferme, la leur j'imagine, et elle m'écrit ça. Ça c'est un avant-goût de ce qui nous attend en cas de catastrophe naturelle gravissime en France. Pendant 4 jours, le seul endroit du village ouvert et éclairé, c'était la pharmacie. On se relayait pour y aller. On faisait des tours de garde parce que toutes sortes de types comme ça venaient rôder autour de nos maisons en attendant la nuit, comme à Saint-Martin après le fameux cyclone. Eh bien, ce tableau délicieux nous rappelle que l'État en France ne fait plus son travail. Il nous rappelle aussi que le génie Nicolas Sarkozy a supprimé 12 500 postes de policiers après avoir bradé successivement les réserves d'or de la France et son industrie. D'ailleurs, tout le monde au sommet de l'État, depuis, a bradé la sécurité, l'approvisionnement, les transports et bientôt l'entretien des routes à des groupes privés. Des groupes privés qui font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire rien du tout, qui n'ont aucune mission de service public, évidemment, par définition, et qui vous disent l'ordre public, le salut public, tout ça n'est pas notre affaire. Nous, on ne connaît pas de citoyens, on ne connaît que des clients.
Le problème est que donc, plus personne n'est là pour les citoyens qui ne sont pas clients. Ah si, on vient d'apprendre, me dit un agriculteur assez goguenard quand même, au bar de Campagnol, que le gouvernement a créé récemment là une force spéciale de la gendarmerie qui s'appelle Déméter, du nom de la déesse des moissons. C'est assez sympa, n'est-ce pas? Pour débarquer dans ta cour de ferme, dit-il, à 2 heures du mat, quand des activistes végétariens ou des voleurs se pointent chez toi. Le but étant d'éviter que tu les flingues sans rien demander à personne, mais quand on voit qu'il faut 48 heures pour que les gendarmes viennent simplement constater le délit, on n'est pas sorti de l'auberge. Et moi, je dis, ajoute-t-il, avec sa casquette, ses mains énormes, je dis, puisqu'il y a 600 suicides d'agriculteurs par an, eh ben les voleurs de bétail, d'engins, de récoltes, les vagabonds menaçants, les végans, les anti-glyphos, n'ont qu'à bien se tenir, puisque le monde agricole n'a plus rien à perdre, eh bien il n'a qu'à se suicider après avoir tiré sur les voleurs, comme ça on fera l'économie de Déméter, et c'est plus dissuasif, tu peux me croire, il y aura moins de visites nocturnes dans les hangars, ce sera plus utile que de laisser une lettre émouvante lue par une veuve devant la façade du Crédit Agricole, et puis s'il y a 4 morts, au moins tu peux être sûr que les gendarmes seront là en 3 minutes. Alors il y a un autre type qui sortait, qui a dit au bar, dans ce genre de cas, les journaux vont parler d'une rixe. Et le premier a répondu, mais attends, 600 rixes par an, ça s'appelle quand même une guerre civile. Et là, il y a eu un silence, c'est bizarre. Abonnez-vous, merci. Je viens de passer une quinzaine de jours à Paris et d'éprouver de nouveau, de manière assez violente, ce qui sépare la capitale de la province. Je voulais vous dire un mot de la ville de Viry-Châtillon, qui est une petite commune du sud de la ville de Paris, près d'Orly. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui lui prend d'être pour une fois aussi précis? Mais je vous réponds sans détour et sans mystère que le vieux monsieur dont je me suis occupé pendant quelques années avait exercé là son métier de médecin dans cette banlieue. Il avait un appartement dans un immeuble qu'on appelle 2 standing et qui donnait sur un parc, mais il est mort maintenant, et donc j'ai plus à brouiller les pistes, et je ne crains plus d'être reconnu dans la rue. Jusque-là, ça ne justifie pas une chronique, mais c'est maintenant que ça commence. Première raison d'en parler de cette petite ville de Viry-Châtillon, on voit son maire très souvent sur les chaînes du câble, ça devient presque fatigant, et c'est sans doute parce qu'il a un carnet d'adresses compatible avec celui du président de la République, et généralement comme ça, quand on interroge très souvent à la télé un simple maire, c'est qu'on le frotte en quelque sorte à l'opinion dans la perspective d'une nomination future. Donc si jamais le gouvernement change de tête, on ne sait jamais, il ne serait pas étonnant de voir surgir celle de M. Villain, maire de Viry-Châtillon, comme ministre de la ville, dans ce régime un peu en perdition. Oui, en perdition, parce que je suis sûr que le 22 octobre 1917, le tsar Nicolas II aura probablement nommé 1 ou 2 ministres. Une autre raison serait sans doute que le maire de Viry-Châtillon a subi une méchante affaire qui est jugée en ce moment une troupe de sauvages à capuche a essayé de griller 2 policiers dans leur voiture. Le procès fait un peu de bruit en ce moment, bien qu'il soit à huis clos. Les médias comme ça adorent les toboggans, ils sont très paresseux, donc puisque le nom de Viry-Châtillon fait la une, on invite le maire. C'est souvent comme ça que les télés fonctionnent. Or là, changement de point de vue, il se trouve que je suis allé dîner pendant mon petit séjour dans la région parisienne, chez des gens du coin de Viry qui possèdent aussi un vaste appartement au-dessus des arbres dans le fameux immeuble où vivait mon hôte. Et là, je vous brosse un peu le tableau parce que personne d'autre ne fait ce genre de choses et qu'à l'occasion des municipales, ce sont des propos, un genre de discours qui pourrait témoigner d'un problème général et donc qui pourrait se repasser comme un message caché. Depuis 25 ans, le coin a changé de population. Et attention, je n'ai pas dit que la population est en voie de remplacement. Ça, c'est interdit. J'ai dit qu'elle changeait très vite, mais alors très très vite. Et donc, dans l'immeuble de standing où dominaient depuis longtemps les professions libérales et les vieux couples un peu cravatés, stupeur, on a vu arriver il y a 5 ans 2 familles assez nombreuses, 3 enfants qui vivaient ensemble dans le même appartement. Ce sont d'assez grands appartements, il est vrai, et même il y en a, on dit qu'il y a un appartement qui abrite 3 familles différentes. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces familles? Eh bien, la loi m'interdit de vous le dire, mais dans une résidence comme ça, un peu bourgeoise, où il y a pas mal de Mercedes au parking, le fait que les gosses, par exemple, de ces familles tirent des ballons de foot entre les carrosseries toutes neuves,
ou jouent à tirer des buts contre le mur du concierge, ça fait paf, paf, pof toute la journée, ou qu'ils circulent sur la roue arrière d'un vélo ou d'une moto sans garde-boue. Tout ça, de la vie de mes hôtes, n'est plus du tout, mais alors plus du tout dans les standards qu'ils ont connus de cette résidence, et fait fuir les investisseurs, et donc le prix des appartements s'en ressent terriblement. D'autant, ajoute une dame, qu'ils sont là sur réquisition de la mairie à ce qu'on dit, parce que figurez-vous que c'est du social. Et puis, me dit-on encore, il y a cette affaire des flics brûlés vifs, là, c'est un désastre pour la réputation du coin, me dit-elle. Le lieu où ça s'est passé était à 100 mètres de la frontière avec Grigny. En fait, c'est un fait divers qui aurait dû être attribué à Grigny, tandis que là, dans 4-5 ans, on ne trouvera plus d'acheteurs pour les maisons, tout parce que tout le monde cite le nom de la commune à la télé en ce moment. Il y a rien de tel pour dissuader les gens de venir et d'acheter des appartements. Et là où vous vous sentez nettement du côté de ces gens, vous ressentez leur angoisse, ils sont trop vieux pour aller ailleurs, ils n'en ont pas les moyens, ils voient les occupants de leur immeuble changer entièrement de nature, d'origine, de langage, d'usage. Ils n'ont même pas le droit de s'en plaindre, en sans quoi on leur envoie un avocat, et leur seul bien perd la moitié de sa valeur tous les 5 ans sur une campagne de presse. Abonnez-vous, merci, et plaignez-les. Je rappelle que je viens de passer 15 jours à Paris et comme d'habitude, des choses cachées, éliminées par le discours officiel ou au contraire assénées par le bavardage médiatique et la rumeur générale, alors qu'elles ne sont pas vraies, m'ont frappé comme ça au hasard. La première des vérités dont on cache la moitié sur le ton bas pauvre dame, c'est le fait que le prix du mètre carré ne cesse de grimper à Paris à cause de la cupidité des propriétaires qui veulent faire de la location à la semaine, à l'usage des touristes, etc. Ça c'est vrai, mais en luttant seulement contre la mauvaise habitude de placer son argent dans un studio alloué à des Américains pendant une semaine, en faisant faire des contrôles, en mettant à l'amende les propriétaires dissimulateurs, on oublie l'une des principales raisons pour lesquelles le prix des appartements, même et surtout les petits appartements, montent énormément en ce moment, c'est le fait que nous soyons un univers désormais mondialisé, avec de plus en plus de très riches qui peuvent acheter et louer où ils veulent, et que justement Paris attire toute l'Asie notamment, ou l'Amérique latine, pour les mêmes raisons que New York. Par exemple, un riche chinois ou argentin, et les Chinois ils sont 100 millions de millionnaires, va vouloir envoyer sa fille dans une école d'art, par exemple, ou en stage quelque part, et il aura tendance à acheter, quitte à relouer lui-même à des amis chinois. Donc vous multipliez ça par le nombre de riches dans le monde, et dans le monde émergent, alors qu'il n'y a qu'un seul Paris, et vous comprenez la raison principale pour laquelle Zézette, 58 ans, et son mari Roger, 62, nés à Paris de parents et de grands-parents parisiens, et qui parlent encore comme Arletty en disant « Non mais sans blague, c'est-il pas un monde, tout ça », n'ont plus les moyens de rester là, et sont obligés de finir en banlieue, à Antony, à Savigny-sur-Orge, où le même phénomène d'ailleurs est à l'œuvre avec la bourgeoisie africaine, et comme je l'ai dit hier, dans les immeubles un peu décents de la Grande Couronne, désormais les filles des riches familles du Sénégal sont en colocation, voire 2 familles dans un seul appartement, voire carrément des cousinades entières à Sainte-Geneviève-des-Bois, à Ris-Orangis, etc. Et donc Zézette et René, qui ne peuvent pas suivre financièrement, vont finir bientôt à Romorantin, Provins ou Orléans, où ils ne connaissent personne. Deuxième sujet, à propos duquel il faut se méfier un peu du discours « Où va-t-on, ma bonne dame ?», c'est le téléphone portable et les écrans qui, soi-disant, asservissent les gens qui sont devenus des zombies, etc. Alors je ne nie pas que dans le métro parisien, 80% des gens lisent leur écran, debout, assis, en attendant la rame, etc. Mais si je me souviens bien, il y a 50 ans, dans le même métro, les gens, à 80%, lisaient un livre, ou le François de la veille, ou le journal Le Monde, ou un polycopier de l'université, et la presse ne parlait pas pour autant de zombies accros aux Parisiens libérés, que je sache. Le fait est que la plupart des gens qui regardent leur écran lisent en fait la presse ou leur courrier, ou jouent au sudoku électronique, et honnêtement, je vois pas très bien la différence entre ça et acheter un fascicule de mots fléchés au kiosque de la station de métro pour remplir des grilles entre Concorde et Château de Vincennes. Alors, il y a quand même une différence, c'est qu'on ne s'entend plus pendant qu'on les remplit,
Parce que depuis 50 ans, le métro lui-même a beau être devenu beaucoup plus silencieux puisqu'il roule sur pneus, c'est compensé par le bruit que font les voyageurs en conversant à tue-tête et de surcroît, outre nouveauté évidemment, dans toutes les langues, ce qui a fait dire l'autre jour à mon voisin de comptoir dans un petit café du 15e arrondissement, quand je pense qu'on nous a emmerdés en classe en Bretagne quand j'avais 10 ans parce qu'on ne devait pas parler breton en public, eh ben, j'avais pas compris qu'en fait il fallait se mettre au Wolof. On nous l'a pas dit à l'époque, hein, t'es bien d'accord, m'a-t-il dit. Eh ben oui, en effet, je suis bien d'accord, personne ne nous a demandé notre avis. Et en tant qu'écrivain français, ça m'aurait arrangé, moi, de garder un lectorat qui ne parle pas le même français que la porte-parole du gouvernement. Je préférais nettement celui de Léopold Senghor, que j'ai un peu connu et qui l'aurait sans doute renié. Abonnez-vous, merci. Un sujet dont je m'étais promis de vous parler vient d'émerger soudain à la faveur d'une publication. Un monsieur que je connaissais pas, que je connais pas, vient de publier un livre intitulé « Ils ont volé la nuit », un livre qui fait un peu de bruit, à juste titre, un livre que je n'ai pas lu, donc dont je ne connais que le contenu que par les entretiens que l'auteur a livrés, et qui met l'accent, si j'ai bien compris, sur la disparition des étoiles. Je veux dire le fait qu'on ne voit plus les étoiles à cause de ce qu'on appelle la pollution lumineuse, les centres-villes, les vitrines éclairées la nuit, etc. Alors un campagnolais a forcément une opinion là-dessus, parce que notre canton, quand vous marchez sur les crêtes, est une espèce de banlieue du cosmos, et comme souvent, nous n'avons pas la même opinion que tout le monde. Ici, je vais vous le faire en 2 volets, avec un principe de départ, un axiome, un truc indiscutable, c'est que c'est mieux, en effet, comme ils le disent tous, de voir les étoiles, ça donne l'échelle de ce que nous sommes. Quand on voit la Voie lactée, les gens savent au moins que c'est notre galaxie vue par la tranche, que c'est pas une voie, une avenue, mais une roue, une spirale vue par le côté, et qu'il y a 200 milliards de soleils comme le nôtre dans notre Voie lactée, et qu'il y a plus de 400 milliards de Voies lactées qui s'éloignent vers on ne sait quoi, mais de plus en plus vite. Et c'est quand même bon de savoir tout ça, ça permet de se consoler quand on voit les débats sur LCI, on se dit tant de majesté dans la nature aide à supporter la tête de Cohn-Bendit. Bon, cela dit, même si vous regardez le cosmos avec la plus grande fascination poétique, ça vous fait une belle jambe si vous tombez d'escalier près de la fontaine parce que l'éclairage public a été interrompu au centre du village par mesure d'économie. Je connais même les chiffres, le maire nous l'a dit l'autre jour au café, en interrompant l'éclairage au sodium 6 heures par nuit, on économise 20 000 € par an, outre le fait qu'on retrouve la vue du ciel étoilé. Oui, mais là encore, si vous êtes incapable d'aller chercher un truc dans votre voiture sans lampe de poche, vous vous énervez, vous ratez une marche, vous ne regardez plus les étoiles, vous maudissez plutôt la mairie. Il est vrai aussi que 20 000 par an, c'est un argument très solide pour un campagnard, mais le progrès est tel désormais que dès l'an prochain, d'après ce que je viens d'entendre, et d'après la rumeur au bar, on va économiser quand même les 20 000, même si on met des LED partout, puisque ça ne consomme presque rien. Donc, pour ce qui est des étoiles, et pour un campagnard, il y a du pour et du contre, mais comme les zones sans hameaux chez nous sont nombreuses, on a toujours la ressource d'aller dans le vallon voisin ou sur les crêtes pour laisser son regard baigner dans la clarté tombée des étoiles. Enfin, on avait la ressource parce que même dans l'endroit désormais le plus reculé, le plus privé de lampadaires, c'est fini. Et là, c'est beaucoup moins drôle parce qu'il ne s'agit plus d'éclairage urbain. Figurez-vous que je suis retourné récemment dans une partie éloignée du canton où j'ai possédé autrefois ma première maison pendant 17 ans. Grosso modo de 85 à l'année 2000, c'était sur une hauteur d'où on voyait tous les monts de la Cône d'un côté, de l'Albigeois de l'autre, et les soirs d'été, sur la moitié du paysage, 180 degrés, c'était la nuit noire la plus absolue. Il y avait si peu de gros villages, et les petits étaient si planqués dans le paysage, que non seulement on voyait la Voie lactée, mais on entendait la rumeur immense de la nature livrée à l'obscurité, aux cris d'animaux, aux grillons, à l'appel des chouettes, enfin tout ça. Et donc, ayant suivi récemment la même route de crête un soir d'été, j'ai été stupéfait de voir que le paysage était partout, couvert, quadrillé, animé par le clignotement d'une centaine de phares rouges vifs,
qui surmonte les éoliennes. En plus, cette lumière était vraiment violente. L'alignement était très troublant. On aurait dit une espèce de zone d'aéroport, une entrée de piste. Un plan de descente ILS. Du coup, les blaireaux, les renards sur des kilomètres étaient et sont certainement très troublés par ce clignotement, il n'y a aucun doute. Donc quand on parle de la poésie des étoiles, le campagnard le moins poète, celui qui ne lève pas la tête, vous dit, lui, très préoccupé, « Ah, c'est sûr, ça dérange les bêtes. » Mais dans son esprit, c'est bien plus grave et il a peut-être raison. C'est la deuxième fois que le hasard place sur ma route un cas de conflit d'intérêts tellement évident que je vous livre le produit d'une enquête pas très ancienne qui date des dernières municipales. Il s'agit de l'incompatibilité évidente pour tout le monde, sauf pour le code électoral visiblement, entre la fonction de directeur d'une agence bancaire locale, une petite agence bancaire, dans un gros village à côté de Campagnole, et la fonction de maire, pas du même village, il est vrai, je veux dire, pas celui où se trouve l'agence, non, un petit village pas très loin, mais qui fait partie de la même communauté de communes, et surtout, c'est un village qui est assez recherché sur le plan immobilier à cause de sa vue, parce qu'il est juché sur une espèce de promontoire rocheux. À une certaine époque, un peu moins maintenant, mais les Anglais et les Allemands convoitaient les maisons et les terrains de cet endroit, donc ils pouvaient faire la fortune des paysans qui avaient des parcelles à vendre, à condition qu'elles soient viabilisées. Et en quoi est-ce gênant, allez-vous me dire? Eh bien, parce que le maire du village est à la fois celui qui délivre les permis de construire et celui qui, comme banquier, octroie les prêts. Alors, à qui octroie-t-il les prêts? À tout le monde en principe, mais de préférence à ceux dont il va déclarer ou a déclaré les terrains constructibles, ce qui est une façon de s'assurer de la solvabilité de ses clients comme banquier, évidemment. Parallèlement, il peut aussi refuser la constructibilité à une famille qui est dans le rouge et qui l'a dans le nez, comme maire. Du coup, les gens sont encore plus endettés, ils vont demander à la banque de patienter. Oui, mais la banque, c'est le maire. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible, ça ne peut pas être les deux à la fois, les deux des deux côtés du Manche à ce point-là en France. La France a bien dû prévoir quelque chose. Eh ben non. Du moins il y a 6 ans, c'était pas le cas. J'ai mené à l'époque une enquête téléphonique assez insistante auprès des caisses régionales de la banque en question, en leur demandant s'il était bien raisonnable que le maire connaisse, par exemple, le niveau d'endettement de ses administrés, puisqu'il était le directeur d'agence de la seule banque du coin, et au crédit arboricole, on m'a dit que rien ne s'y opposait, mais que c'était une affaire de déontologie. Et là, on m'a cité le cas du médecin de campagne qui connaissait lui aussi toutes les situations personnelles. Et on m'a dit au téléphone, vous voyez bien, lui aussi, il est lié par le secret professionnel. J'ai répondu, il est surtout lié par le serment d'Hippocrate. Il n'est pas lié par des histoires de prêts financiers. Il sait quel fournisseur a besoin des contrats de la mairie. Le maire, il va donc avoir tendance à favoriser le fournisseur endetté pour s'en réjouir comme banquier. Et comme banquier, il a tout intérêt à attribuer un gros permis de construire à un type qui place son argent chez lui. Donc quand j'ai dit ça à mon interlocuteur au téléphone, je l'ai senti un peu agacé, il haussait les épaules, mais j'ai même un peu prolongé mon argumentation en lui disant « Je me permets de vous rappeler que beaucoup de candidats maires ou adjoints en campagne se présentent uniquement, tout le monde le sait, pour faire avancer leurs propres affaires, leurs propres projets, et parce qu'ils ne peuvent pas faire classer leur terrain en zone artisanale, eh bien, ils vont à la mairie pour le pouvoir, enfin, ce sont toujours des choses du même genre, donc ils se mettent à plusieurs pour faire ce qu'ils appellent prendre la mairie. Et alors, on s'éloigne du sujet, me dit-il au téléphone, toujours ce monsieur du crédit arboricole. Ben non, justement, on est en plein dedans. Je vous pose la question, lui ai-je dit, pourquoi un monsieur rassemblerait-il 4 amis pour obtenir un permis de construire si ce genre de stratagème ne marchait pas? Ça marche évidemment à chaque fois, et c'est pour ça qu'ils le font. Donc un mandat électoral attire souvent les gens parce qu'il y a des avantages à en tirer, c'est là que je voulais en venir. Donc pour le banquier qui profite de la prospérité de ses clients, c'est pareil. Mais ce que vous me dites, me répond-il, est valable pour les promoteurs, les commerçants, etc. Oui, mais dans le cas d'un banquier, insistais-je, c'est plus grave parce qu'il bénéficie de tous les avantages qu'il attribue en tant que représentant de la puissance publique. C'est clair? Et le type au téléphone, agacé, encore plus agacé, a conclu en se défaisant de moi, de toute façon, ce n'est pas illégal. Non, c'est pas illégal, ai-je répondu.
Et je lui réponds, ici à la cantonade, c'est le cas de le dire, pour ces municipales, demandez-vous si le futur maire a un avantage à être élu, je veux dire autre que l'amour-propre, et si oui, faites-le savoir. Et restez abonnés après Noël, merci.